BFM Business, le grand débat du patrimoine. Régulièrement, on vous propose ces grands débats du patrimoine avec autour de la table aujourd'hui pour parler assurance vie, Jean-François Filiat pour Marché Gagnant, Odile Ezerzer, bonjour. Bonjour. Pour Mutavie, Gérard Beckerman pour l'affaire, bonjour Gérard, merci d'être là. Et Éric Le Baron, bonjour. Bonjour. Pour Swiss Life. Bon, Jean-François, on introduit un petit peu tout ça. C'est cette question d'assurance vie, on sait que les Français y sont très attachés. Régulièrement d'ailleurs, en début d'année, on commencera, j'imagine, à la rentrée, on aura le petit journal du Fonds Euro. On peut redire un petit peu la tendance, l'appétence, les statistiques. Qu'est-ce que c'est l'assurance vie aujourd'hui? Et si vous voulez, votre petit journal du Fonds Euro, je le commence même dès aujourd'hui. Ah, alors allons-y. J'ai un premier tour. Vous savez que le premier qui tire, c'est celui qui a envie d'avoir de la publicité. Donc celui qui a eu envie de faire de la publicité cette année, c'est Milleis Bank avec un taux de 2,15%, en progression de 1,2 points par rapport à l'an dernier. Donc l'an dernier, ils étaient nettement sous la moyenne. Je peux vous dire que cette année, ils seront au-dessus. Sur le fond, quand même, pour répondre à votre question, je peux regarder les chiffres de la police ou je peux regarder les chiffres des syndicats pour savoir quelle est l'ambiance sur l'assurance vie. Je vais prendre les chiffres de France Assureur que je vais corriger. Pourquoi ? Parce que France Assureur comptabilise dans les stats de l'assurance vie notamment l'épargne retraite. Donc, je vais corriger les chiffres de l'épargne retraite. On a une collecte fin octobre sur l'assurance vie à 7,8 milliards, en retrait de près de 7 milliards par rapport à l'année précédente. À titre de comparaison, livret A LDDS fin novembre, ça fait 30 milliards. Donc, c'est pas franchement la fête aujourd'hui pour l'assurance vie. Voilà donc le cadre posé, chiffre un peu décevant, nous dit Jean-François. Quelle était la situation chez vous et comment l'environnement évolue, notamment sur le cœur du réacteur, c'est-à-dire le fonds euro? Éric Le Baron. Alors sur le fonds en euros, on n'est pas forcément les plus représentatifs puisque notre stratégie est plutôt orientée vers les UC avec une part UC qui est très largement supérieure à 60%. Nous, on a, c'est un peu le reflet du marché, on enregistre une légère décollecte sur le fonds en euros. D'accord. Ce qui était plutôt favorable dans les exercices précédents puisqu'on avait des taux relativement faibles et qu'il est un peu moins aujourd'hui puisqu'on est plutôt en moins-value sur les fonds en euros. Et donc, comme le disait Jean-François, c'est vrai qu'on enregistre une forte décollecte en ce moment sur le marché français, sur les fonds en euros. Mais ça se fait au profit de la collecte en unité de compte. Donc nous, on est plutôt assez... Donc c'est-à-dire que les Français comprennent le message qu'on leur a adressé depuis des mois. En tous les cas, nos clients le comprennent. Donc et ça, pour nous, c'est plutôt une bonne chose. Odile Ezerzer, chez vous, c'est un peu différent, hein, c'est mutualiste, etc. Du coup, comment ça se passe ? Alors, ce que je retiens notamment de cette année, c'est un besoin accru d'accompagner les 1,3 million de sociétaires de la Massif qui épargnent chez nous. Et ce besoin accru, il a été lié à l'anxiété de l'invasion, déjà de l'Ukraine par la Russie, de la reprise de l'inflation. Et voilà, c'est ce qui nous a amené à être à leur côté, peut-être encore plus. La collecte nette, elle est restée positive tout au long de l'année, que ce soit sur le fonds euro, sur les unités de compte, et grâce à peut-être ce lien particulier. Après, on écoute bien ce qui a été indiqué par Jean-François. Compte tenu du contexte, il paraît tout à fait logique que les Français mettent un peu plus d'épargne qui était sur leur compte à vue, sur leur livret, et puis peut-être dans un temps un peu décalé sur leur contrat d'assurance vie. C'est la hiérarchie des produits. Hein. Gérard Beckerman, l'affaire, c'est un historique de l'assurance vie. Il y a une multitude de contrats, mais enfin, ce sont des contrats aussi qui peuvent être assez anciens, etc. Comment est-ce que vos épargnants... D'abord, je suis heureux de m'exprimer à côté de ma cousine, de la Massive, de Niort, notre nouveau partenaire. Il n'y a pas de déception à l'affaire, on est confiant. Bon, il est vrai que les fonds en euros ne peuvent plus être ce qu'ils ont été, mais il est vrai que nous avons aménagé l'offre, la gamme, que nous faisons confiance, que nous avons confiance, que nous avons même proposé aux adhérents des unités de compte qui ont plutôt bien performé dans la durée, mais on a un tout autre langage. On ne s'exprime pas sur des tendances, je dirais, annuelles, parce que c'est le propre de
de ce qui est économique ou financier, ça monte, ça baisse, ça baisse, ça monte. La durée moyenne de détention d'un contrat, c'est 19 ans, près de 20 ans. Et donc, on se dit, dans la durée, nous restons confiants, et je dirais même mieux, très confiants. Et puis, si nous devions être en décollecte, comme ce sera probable, ce n'est pas une tragédie, parce qu'on est dans un schéma de prestation, de service. On aime bien faire des avances, on satisfait les retraits partiels. Donc tout ça, ça participe de l'assurance vie. C'est un service et nous efforçons d'améliorer la qualité du service. Qu'est-ce qu'on se dit du coup, Jean-François, en entendant ces trois acteurs en fait, on se nous dit, livrer leurs sentiments? Moi, je vais retenir la logique du temps long. On se dit qu'on voit que le cycle d'inflation est en train de changer. On a connu une désinflation pendant quasiment 30 ans. Cette période de désinflation qui a été marquée par la baisse des taux a été excessivement favorable à l'assurance vie, qui était un placement qui, grosso modo, n'avait pas de concurrence. Ce temps-là, il est terminé. Et donc, aujourd'hui, il va falloir réfléchir, il va falloir se réinventer. Mais il est clair que les 30 dernières années ne vont pas se reproduire dans les 30 prochaines années pour l'assurance vie. Et donc, il y a un véritable challenge pour le secteur. Alors du coup, quand on parle assurance vie, on parle fonds en euros, souvent, beaucoup, trop peut-être, au goût de certains. Et quand on parle de fonds euros et d'assurance vie, on parle forcément de taux. C'est de saison, puisque Jean-François nous en a déjà délivré un chez Milleis. Alors, bon, vous êtes libre de me donner votre taux si vous le voulez, mais je ne vais pas vous forcer non plus à cet exercice. Malgré tout, ce serait sympa d'avoir quelques idées fortes sur ça. D'abord, comment ça a marché? Les marchés, on le sait, n'ont pas été tout le temps très régulier. Il y a la question des réserves aussi qu'il faut savoir un petit peu aborder. Odile Ezerzer, comment est-ce qu'on appréhende un peu toutes ces questions? Taux, marché, réserve, enfin voilà. Comment on décrète, dit Jean-François, un taux chez vous? Le fait est que l'environnement économique qui change complètement du tout au tout, et on peut se poser la question, et tout simplement on va regarder les investissements de cette année. Il faut le rappeler, pour l'assurance vie, la baisse des taux continuelle, les taux négatifs, c'était une mauvaise nouvelle. La remontée des taux, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir placer dans de bonnes conditions l'argent que nos épargnants nous confient. Et je le disais tout à l'heure, avec une collecte nette qui a été positive sur le fonds euro tout au long de l'année, la Massif, on a pu de nouveau se replacer sur ces marchés obligataires dans des bonnes conditions. Donc là, on souffle un peu. On souffle un peu, il y a de la volatilité, il y a de la nervosité, donc forcément, on va se poser des questions. Mais au plan financier, au plan des placements, c'est une bonne nouvelle pour les épargnants. Ensuite, on parle des réserves, et je rebondis sur ce que disait M. Beckerman à l'instant. Oui, l'assurance vie, c'est le temps long. C'est ce qui fait la différence, parmi beaucoup de différences, entre un fonds commun de placement, l'assurance vie. On accompagne le temps long, on a cette possibilité de faire des réserves de participation aux bénéfices, et justement, ces réserves, on les constitue quand les taux baissent, pour le jour où les taux vont remonter, c'est-à-dire ce qui est précisément en train de se passer, pour pouvoir accompagner ce moment où les taux auxquels l'assureur vie investit l'épargne qui lui est confiée ont commencé à remonter, mais ça va prendre du temps, puisque ça fait 7 ou 8 ans que nous investissons dans des marchés en baisse. Sur des taux qui baissent, bien sûr. Donc, voilà ce que je peux. Mais il y a quand même aussi des questions de concurrence dans la tête même de l'épargnant, de se dire voilà, j'ai mon livret A qui va remonter, tout ci, tout ça. Donc il faut y réfléchir aussi, non? Alors bien sûr, on y réfléchit. Après, chaque produit a sa place dans la pyramide de l'épargne. Il y a le court terme, les livrets sur lesquels je vais pouvoir placer, je sais pas, 2 ou 3 mois d'épargne de précaution, le temps de voir venir. Et puis après, il y a des comptes à vue. L'encours moyen des comptes à vue qui est considérable. Donc ces livrets A, ils vont être le réceptacle idéal de cet argent qui dort sur les comptes à vue. Et ensuite, on a les produits d'épargne longue, l'assurance vie, pas le même monde. PER, mais malgré tout, parfois, qui correspondent à des dans projets. La tête des passerelles qui se font. Je suis d'accord, il peut y avoir de la viscosité. On peut se dire, puisque l'argent, maintenant, il est au chaud sur mon livret A, il ne va rien se passer, j'attends Noël avant de me placer sur mon assurance vie. Je veux être sûr que les enfants n'auront pas de problème, en n'auront pas besoin, par exemple. Donc, oui.
Éric Le Baron, vous avez rappelé en début de propos que le fonds euro, on va dire que c'était pas la spécialité de votre établissement. Malgré tout, le rendement, il se calcule aussi de façon particulière chez vous. Alors oui, disons que le rendement de l'actif, lui, on le suit quelque part. Comme l'évoquait Olivier, on est plutôt satisfait d'une légère remontée des taux, parce que c'est quand même plus favorable pour notre industrie. Quand je dis que c'est pas notre tasse de thé, le fonds en euros, c'est pas là où on fait la compétition, très clairement. Mais c'est quand même aux environs de 40% de nos encours, donc c'est quand même très significatif. Et donc nous, ce qu'on a toujours essayé de faire depuis maintenant plus de 10 ans, c'est d'essayer de satisfaire la clientèle que l'on considère être notre clientèle cible, celle à laquelle on apporte de la valeur ajoutée en termes de conseils et qui investit énormément en unités de compte. Et donc, sans dévoiler de secret, mais j'attends que Gérard puisqu'il a promis de le faire d'ici la fin de l'émission. Je peux même le faire tout de suite. Il va même le faire tout de suite. Donc, non, vous n'oseriez plus parler. J'attends toujours le rendement du fonds d'affaires avant de me prononcer. Donc, Gérard, il faudra attendre parce que c'est le 12 janvier, c'est ça mais 12 janvier. Non, c'est aujourd'hui. Juste pour compléter, vous voyez, l'année dernière, sur notre clientèle cible, donc plus de 60% du C, on a donné des performances nettes entre 2,50 et 2,70. Bon, ce qui est quand même très très significatif par rapport à la moyenne du marché. Cette année, sans dévoiler de secret, on fera la même chose sur cette clientèle cible-là. Bon. Voilà donc pour... c'est une information, ça. C'est déjà une info, Gérard. C'est du lourd, ça. C'est pas mal, on a un cadre. Mais ça me fait pas peur. Gérard Beckerman, pour l'affaire. Oui. En plus, c'est le taux d'une nouvelle ère qui va être annoncé cette année. Pourquoi nouvelle ère? Parce que vous avez changé... Le partenaire. Oui. Oui, c'était déjà le cas en janvier de l'année dernière. Oui. Nous sommes confiants. L'affaire n'a jamais déçu au cours des dernières décennies. Pourquoi voulez-vous que nous innovions en apportant la déception? On n'est pas là pour décevoir, on est là pour donner confiance. Donc l'affaire va tout faire dans les quelques jours qui nous restent d'ici la fin de l'année pour, une fois de plus, annoncer... Je vais demander à Odile, ma voisine, de ne pas écouter parce que ça va lui donner de mauvaises idées pour tout faire pour annoncer un taux qui restera un bon taux comme il l'a toujours été. On a parlé aussi des réserves. Je parle comme un énarque. Excellent. On a parlé des réserves aussi. Comment on appréhende un peu cette question-là? Parce que Odile l'a très bien dit. Les épargnants... La PPB, c'est une réserve qui doit être dotée quand les taux baissent et c'est une réserve sur laquelle on doit puiser quand ils montent. Parce qu'on peut avoir des performances, je dirais, structurelles et naturelles, normales, sans avoir à manipuler la PPB. Il faut savoir que la PPB, c'est-à-dire la réserve, au-delà de ce qui est distribué, elle appartient aux épargnants, elle appartient aux adhérents. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Dans des compagnies d'assurance, comme chez Éric Le Baron, elle est de 8 ans. À l'affaire qui a une structure associative, elle est de 6 ans. Ce qui veut dire que ce qui a été constitué il y a 6 ans sera repris en janvier 2023. La question se pose de savoir si nous allons faire un peu plus ou un peu moins. Moi, je dirais que la gestion, car nous avons un nouveau partenaire qui gère bien l'épargne sous gestion, eh bien, nous pensons que la gestion pourra dégager un taux naturel qui se suffira à lui-même sans avoir à aller manipuler, au-delà de ce qui est réglementaire et statutaire, un taux. Voilà. Quelques informations, mais on n'a pas de nouveaux taux dans le petit journal. Que voulez-vous savoir? Non, qu'est-ce qu'on... Alors, je suis du côté d'Éric, donc je vais essayer de ne pas parler comme un énarque, un peu pour avoir un peu la tendance. Moi, je vais déjà me positionner en tant qu'épargnant. Pour des gens qui n'ont pas les meilleurs taux du marché, aujourd'hui, il serait inaudible que les taux n'augmentent pas. C'est-à-dire que dans un environnement où toute l'épargne augmente, l'assureur qui arrive, la gueule enfarinée, et qui dit « Excusez-moi, mais je vais donner un peu moins que l'an dernier », celui-là, tous ses clients vont dire « Mais ce gars-là, il faut ». Première remarque. Deuxième remarque, comme on est dans le temps long, et en fait, puisque vous évoquiez le sujet de l'équation, je vais poser les sujets en termes d'équation. Comme on est en termes de temps long, je pense que le taux qui sera déterminé, annoncé dans les premiers jours du mois de janvier pour 2022, devra être cranté. Ça veut dire qu'il n'est pas envisageable, genre qu'on remonte l'expérience, qu'on a le chiffre de Méléis. Si Méléis sort 2,15
cette année et que l'année prochaine il passe à 1,95, ça sera inaudible pour les clients. Ouais. Donc le taux qu'on doit annoncer, il doit être cranté. Troisième sujet. Ça veut dire qu'on doit être vraiment dans le temps long et se dire que le taux de cette année, on prépare déjà aussi le taux de l'année prochaine. Quoi. Donc c'est pour ça, moi je pense que ceux qui ont annoncé qu'on allait prendre 80 centimes en taux moyen, à mon avis, ils se trompent. Troisième sujet qui est un sujet majeur, on a Odile mutualiste, on a Gérard associatif, on a Eric assureur traditionnel, on n'a pas de banque assureur et c'est eux qui font le marché. Et les banques assureurs, ils ont une contrainte, c'est que ils ont de l'épargne de bilan, le compte de dépôt, c'est du bilan. L'épargne logement, c'est du bilan. Et donc, quel est leur intérêt de sortir de l'épargne de bilan pour la drainer vers de l'assurance vie en tiltant fortement les taux de l'assurance vie? Donc moi, je dis, la hausse des taux en moyenne sur le marché, elle aura lieu. Elle sera plutôt modérée. Donc moi, je crois beaucoup plus à 30 points de base, donc on était à 1,30 en moyenne, donc je pense que la moyenne sera aux alentours de 1,60 cette année. Les meilleurs dépasseront les deux, et grosso modo, voilà un peu le périmètre. On poursuit nos échanges autour de cette question de l'assurance vie. Après le fonds euro, l'actif général, rentrons dans le monde des unités de compte. Et on le disait en propos liminaire, les marchés n'ont pas été fabuleux cette année, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu des soubresauts. Du coup, qu'est-ce qui marche un peu aujourd'hui comme unité de compte, Éric Le Baron? Alors, c'est assez marrant d'ailleurs la façon dont vous abordez les choses parce que effectivement quand on regarde uniquement, parce qu'on voyait tout à l'heure le CAC 40, il a un peu dévissé, mais cette année est une année unique d'opportunités d'investissement. Et chez nous, on a des classes d'actifs qui fonctionnent très très bien parce que les conditions aujourd'hui de marché, de volatilité et de taux d'intérêt sont juste extraordinaires. Donc nous, les classes d'actifs qui marchent le mieux sont évidemment toute l'industrie des produits structurés, où on peut offrir des très belles protections, voire des garanties en capital, avec des garanties de rendement très significatives, comme je disais, les conditions le permettent. Mm-hmm. On a toujours l'immobilier qui se porte bien depuis longtemps et qui continue à collecter en 2022. Et puis plus récemment, justement ça c'est l'effet de la hausse des taux, c'est ce qu'on appelle les fonds datés ou des fonds à échéance qui sont des fonds obligataires. Le portage. Exactement, et qui offrent aujourd'hui des rémunérations très très attractives avec des fortes protections en capital sur l'obligataire. Donc ça marche plutôt pas mal. Quelle approche pour vous chez Mutavi ? Alors, pour nos sociétaires patrimoniaux, effectivement, j'écoute avec beaucoup d'attention ce que disait Éric Le Baron, parce que, alors qu'on n'a jamais été très, très favorable aux produits structurés, les conditions de marché font qu'on peut retrouver des produits garantis qui peuvent avoir de l'intérêt et correspondre aux besoins de nos épargnants. Donc ça, on peut peut-être regarder comme les fonds obligataires datés. Maintenant, d'une façon générale, nous restons fidèles finalement aux produits que l'on propose aujourd'hui. On a un de nos adhérents sur deux qui met en place un versement programmé. Ah oui. Donc, ce qui veut dire que notre proposition de fonds labellisés en finance durable, action solidaire, action climat, nos fonds profilés correspondent très bien à cette épargne qui se constitue petit à petit avec des versements hyper réguliers. Et exactement. Donc, voilà. Et où il y a pu y avoir un moment parce que bon, en effet, ce qu'on a vu cette année est très intéressant. Il y a quand même beaucoup de classes d'actifs qui ont souffert cette année. Ça n'a pas été facile, hein. C'est même décevant sur certains marchés. Décevant sur certains marchés, mais en épargnant régulièrement, on voit que ce sont quand même des fenêtres, des opportunités d'investissement qui sont intéressantes et qui justement peuvent se mettre très bien en complément de ce fameux fonds euro, qui n'est pas l'alpha et l'oméga du placement, loin s'en faut, mais qui va venir comme ça équilibrer ces placements diversifiés. Vous nous avez rappelé au début de votre propos, Gérard Beckerman, qu'à l'affaire, on continuait à développer ces unités de compte. Oui, on y croit. Et on croit surtout à cette idée qu'une belle action peut être une bonne affaire. A2FAIR. Et nous pensons que c'est un devoir, une responsabilité que de dire aujourd'hui aux épargnants,
Et Jean-François l'a très bien dit tout à l'heure, les 30 glorieuses des fonds garantis de la sécurité sont derrière nous et ce sera très difficile d'espérer un bon pouvoir d'achat de l'assurance vie pour les 30 prochaines années si nous devions rester sur les fonds en euros. Alors c'est quoi la belle action? La belle action, c'est que de plus en plus, de quoi parle-t-on? On a une assurance vie qui représente à peu près 1450 milliards de fonds en euros et 400 milliards en unités de compte. L'affaire, elle est favorable aux unités de compte pour les prochaines années. Mais pas n'importe lesquelles. Des unités de compte qui vont donner un sens à l'argent, à toute cette épargne. Et la question qu'il faut se poser, c'est de savoir à quoi sert tout cet argent. Les 1900 milliards, ça doit servir à la transition écologique, au développement durable, à la bonne gouvernance, à la French Tech et au private equity, c'est-à-dire les entreprises non cotées. Et pour nous, toute assurance vie qui serait fléchée, orientée vers ces belles actions, on est demandeur et je sais que c'est un service qui est rendu non seulement à nous, à la France, mais un service qui est rendu aux épargnants. Parce que dans la durée, les opportunités et le risque, c'est statistique, rémunèrent mieux que la garantie ou la sécurité. Juste question quand même par rapport à ça. Jean-François. Moi j'entends le discours sur les unités de compte, il faut diversifier, il ne faut pas avoir des patrimoines sans risque, on est tous d'accord là-dessus. Mais on n'est pas obligé de le faire en assurance vie, et donc on peut faire du PEA et pas des unités de compte. Donc moi je voudrais juste vous poser une question, j'aimerais bien avoir votre réaction à la sortie de Jean-Paul Faugère, le vice-président de la CPR, qui lors de la dernière conférence de la CPR a dit vous prenez trop de frais sur les unités de compte et vous présentez parfois des produits sur lesquels l'espérance de gain pour le client, elle est trop faible et l'espérance de gain pour l'établissement, elle est trop forte. Il n'a pas tort. D'abord, un préfet n'a jamais tort. Et lui n'a pas tort, en l'occurrence. C'est sage. C'est sûr. Bon. C'est sage et nous devons maîtriser les frais, spécifiquement les frais appliqués aux unités de compte. C'est une très bonne remarque. Je partage cette position. Éric Le Baron. Alors, moi, je partage. Effectivement, d'abord, c'est vrai qu'un vice-président de la CPR a toujours raison. Ça, c'est quand on ne veut pas se fâcher. Ça, c'est le premier point. Maintenant, je veux dire, pour être tout à fait précis quand même là-dessus, c'est un sujet sur lequel nous, on se penche beaucoup, puisqu'on est un gros pourvoyeur d'unités de compte. Quand on dit c'est cher, il faut regarder par rapport à quoi. Parce que aujourd'hui, pour vendre de l'unité de compte, il faut rémunérer des gérants, il faut rémunérer de l'expertise, il faut rémunérer des distributeurs aussi, parce que s'il n'y a pas de collecte, il n'y a pas de fonds. Donc tout ça, ça participe à une contribution à la valeur ajoutée qui nécessite évidemment des frais. Sur la gestion de l'épargne. Oui, il faut bien tout prendre en compte, parce qu'en effet, là, déjà, il y a les frais, mais ce qui est important, ce sont les performances et aussi les performances extra-financières. Ce que disait Gérard Beckerman tout à l'heure, effectivement, c'est essentiel de bien pouvoir financer les transitions. Et pour cela, ça passe par des indicateurs, des suivis de l'investissement, du respect de la biodiversité, des labels. Eh bien, tout ça, ça a un coût. Donc je crois qu'on est tous d'accord sur la nécessaire modération des frais, l'ardente obligation de transparence sur les frais, pour qu'on arrête de parler aussi de ces sujets-là, mais vraiment qu'on ait la vérité sur ces prix-là, et puis s'assurer qu'on puisse bien financer ces transitions. Merci beaucoup à tous les quatre, donc nos quatre invités du jour. Éric Le Baron pour Swiss Life, Gérard Beckerman pour l'affaire. Donc rendez-vous le 12 janvier, c'est ça ? Le 12 janvier. Odile Ezerzer, pour Mutavie, et Jean-François Filiatre pour les grands débats du patrimoine. Donc marché gagnant qui nous accompagne régulièrement. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est 60 minutes business.